Apéro spécial Playoff 2021. 4 matchs de jouer dans chaque série. Tout à fait. C'est ça? Au moment où on parle. Au moment où nous tournons bien évidemment cette vidéo. Bien évidemment. Et donc il faut faire le point sur ces séries. Installez-vous tranquillou, comment ça va Alex? Bon écoute, ça va... Ça transpire. Tu vois, genre ça transpire pas mal quand même de mon côté. Ouais. Mais sinon, non, ça kiffe bien parce que je trouve qu'on a vraiment un joli premier tour de playoff. C'est vrai, on kiffe. Il y a plusieurs séries où genre je kiffe vraiment devant les matchs. Je suis là, je fais putain, ça fait plaisir. Et c'est pas le encore retour plié. du public, Ouais, tout ça. ouais, Bon, ouais. on a vu cette semaine, ces derniers jours, que le retour du public avait ses avantages et ses inconvénients. Tout à fait. Voilà. Non, mais bien sûr, il faut le préciser. Mais c'est vrai qu'on a un premier tour Il n'y a assez pas que joli. des génies. Hein. Non, ça, c'est Voilà, sûr. dans la communauté, je vais dans les salles de basket, il n'y a pas que des génies. Mais Ça, bon, c'est ce que sûr. tu veux que je te dise. Mais par contre, on a quand même en effet eu un beau premier tour jusqu'ici. On avait fait la semaine dernière un bilan Est puis Ouest au bout de 2 matchs. 2 matchs, ouais, tout à fait. Exactement. Donc, on prend le temps, là, ce soir, de parler de toutes les séries dans une seule vidéo. Parce que oui, les playoffs vont à une vitesse folle. Donc, ce qu'on dit maintenant va pas être forcément pertinent demain dans d'autres séries. Voilà, c'est ça. Donc, non, on va se faire un petit tour d'horizon des 7 séries qui sont encore en cours, puisqu'il y en a quand même une qui est terminée, dont on aura peut-être l'occasion de reparler. Voilà, mais il y en a une, elle est terminée. Hein, Je pense que les fans de Miami sont bien en vacances, là. On est bien. Très violent. Très On aura violent. l'occasion d'en reparler, mais c'est très violent. En effet, on fera peut-être un focus sur les poteaux de Miami. Dans tous les cas, on espère que vous allez bien, que vous avez bien démarré la semaine. Je rappelle évidemment, pour ceux qui n'ont pas vu les grosses news, que ce jeudi sort cette merveille en bas de chez toi ou chez ta daronne, chez tous les libraires et dans les grandes surfaces, l'agenda Trash Talk. Vous avez été plein de nous envoyer des bêtes de messages. One love. C'est absolument magnifique. Belle qualité, bel objet, plein Bien sûr. d'anecdotes. Moi, j'ai vu Ah, des bref. messages des gens qui veulent Que vous reprendre leurs soyez études. au collège, au lycée, à la fac, dans une grande entreprise, une petite entreprise, je sais pas, au chômage, Mhm. je sais pas, enfin bref, en année Vous pouvez le sabbatique ou ce que vous voulez, Tout à voilà fait. l'outil qu'il vous faut pour noter tous vos rendez-vous. Exactement. Voilà. Et on a eu plein de messages en Google effet. Agenda n'a qu'à bien se tenir. On a eu plein de messages hyper positifs. Je sais qu'il y en a qui veulent reprendre leurs études justement avec cet agenda. Ah ouais? Ouais, complètement. Il y en a qui ont dit oh bah zut pour le 5e master. C'est comme ça, bah n'hésitez pas. Dans tous les cas, je rappelle aussi, comme l'a dit Alex, que ceci est un verre d'eau, donc ça ne se jette pas sur les joueurs comme le popcorn Voilà. ou je sais pas, la nourriture ou bouteille des d'eau. boissons. C'est Ouais, une tout à bouteille, fait. Ouais, mais les tasses, on sait jamais, hein, ça se trouve dans Ouais, 3 ouais. jours. Il y aura des fans qui vont faire des dingueries. Ouais, le confinement, la crise sanitaire a fait péter des câbles. Hein, La clairement. Là, tension, on le voit, là. bien sûr, la tension est maximale au niveau des joueurs et des fans. Il y a d'ailleurs un très beau dossier qui est disponible sur le site de Trash Talk pour ceux qui veulent aller le voir. On a récapitulé un petit peu tout ça, voir les tensions qui sont en ce moment dans les stades et aussi les sanctions qui vont venir du côté de la NBA. Mais on est là pour parler de ce qui se passe sur le terrain d'un point de vue sportif. Du jeu, exactement. Exactement, et donc on va faire le Expertise et point. analyse, hein, les deux avec des H. Exactement, et donc on va parler maintenant de ce qui se passe. Évidemment, on commence comme d'habitude avec la conférence Est. Comme on l'a dit à l'instant, Dis-moi. une série dont on ne parle pas, c'est donc les Bucks face aux Heat, puisque ça a été réglé au calme, 4-0. Très violent, on n'en parle pas. Ça mérite Très, un zoom, Très violent. évidemment. Donc restez connectés, vous aurez peut-être par la suite, qui sait, je ne sais pas, un apéro spécial Miami ou pas, on verra. Dans tous les cas, Alex, on va devoir enchaîner avec les copains de Philadelphie, numéro 1 de la conférence Est, qui, au moment où on parle, mènent 3-1 dans leur série contre les Wizards. Ce n'est pas un sweep pour Washington. Non, ils ont arraché, ils étaient menés 3-0, hein. Ils ont arraché le match 4. Bon, ce qui ne veut pas dire que la série va tellement s'étendre forcément, faut pas non plus exagérer. Non, mais on sait pas, parce qu'il y a le genou de Joel Embiid qui fait des siennes. Bon, a priori, pas non plus une inquiétude trop grande, en tout cas vu les news qu'on a au moment où on tourne là. Il n'y a pas une inquiétude trop grande du côté de Philadelphie, non seulement sur le genou de Joel Embiid, mais même sur la suite des matchs. Si par exemple Joel Embiid devait rater le match 5 par sécurité, il faut rappeler que non seulement Joel Embiid se fait le genou, mais en plus, bon, Ben Simmons fait vraiment du mauvais Ben Simmons, Tobias Harris, bon bah c'est plus le même, hein. Sur ce match-là, en tout cas, on l'a pas reconnu. Il a vraiment Moins fait bon un en match tout cas que son Game 1 et la suite. même que ses 3 matchs précédents. Oui, tout à fait, bien Il a sûr. vraiment fait un match moyen et tout. La défense des Sixers a été un peu moins efficace sans Embiid, ça on sait. Donc voilà, bon, il y a des questions à se poser sur le genou d'Embiid. Maintenant, je veux dire,
Philadelphie reste très largement favori. Il rentre à la maison, hein, faut pas l'oublier. Il rentre à la maison. Game 5, normalement, tu dois terminer ça à domicile, il n'y a pas de problème. Je pense que c'est un 4-1, que Philadelphie, comme tu le disais là, ils perdent Embiid dans la rencontre parce qu'ils jouent moins de 10 minutes, ou à peu près. Hein. Ouais, c'est ça, 10-12 minutes. Ouais. Mais que derrière, il faut que Washington nous fasse quand même un sacré run pour gagner face aux Sixers de Ben Simmons, Tobias Harris, Tyrese Maxey, etc. Doc Rivers est évidemment mentionné parce que sur la rotation, on va voir ce que ça va donner dans ce genre de match 5 parce qu'il faut faire les bons choix. Donc Mike Scott, impeccable, hein, bien évidemment. Mike Scott, oui, bah oui, bien sûr, c'est très bien Mike Scott. C'est parce qu'il joue Scott Brooks en face. C'est ça. Tiens, c'est marrant. Lol, vous avez vu? Drôle, hein? Mike Scott, Scott Brooks, non? C'est marrant, non? Pierre à feu, follet, les deux vaches, de couilles de merde. Donc non, en effet, il faudra surveiller, mais oui, je pense qu'on reste sur un 4-1. Il n'y a pas trop d'inquiétude sur le genou de Joel Embiid. Jusque-là, ils ont pris des précautions. On parle juste vraiment d'un petit bobo, et ensuite, sinon, il va revenir. Et quand même, faut le dire, Joel Embiid, lorsqu'il a été sur le terrain, bon. C'est pas une surprise, mais qu'est-ce qu'il a sali les Wizards? Son game 3 là. Vache! Truc à 90% au tir là. Le truc de Hakim là, on a fait on avait vu ça le soir à Raph. On se demandait si c'était Hakim. Voilà Hakim. Et d'ailleurs Scott Brooks qui avait joué pour l'anecdote avec Hakim Olajuwon dans les années 90 a dit c'est marrant, j'ai pas vu ça depuis Hakim Olajuwon. Attends, il y a Daniel Gafford, Robin Lopez et Alex Len dans sa raquette. Donc il a pas de quoi faire en face, mais c'est vrai que Embiid a été très impressionnant et on espère pour lui, surtout pour la suite de cette série et la suite éventuelle des playoffs pour Philadelphie, que c'est pas trop grave et que ça va le faire. C'est surtout ça en fait, hein, parce que 4-1. Ça serait moche. Oui, je suis d'accord. 4-1, on va faire ça, on va mettre des petits pronostics, c'est bien ça. Ouais. On va réupdater les pronostics. Exactement, changer de chemise parce que c'est important avec la température qu'il fait en ce moment. On enchaîne? Knicks Hawks. C'est ça? Non? Comme tu veux. Bah, je sais bon. Pas parti. Forcément, hein, sinon. Non, je faisais dans le rapide. Sinon, on enchaîne sur Nets Celtics. Je faisais dans le rapide. Bah, moi aussi. À mon avantage, j'espère. Ouais. Non, mais on peut faire Knicks Hawks, c'est bien ça. Allez, ça change un petit peu, tu vois. Knicks Hawks, tout à fait. Les Hawks qui mènent 3-1 dans cette série. On avait vu les deux premiers matchs, on avait fait le point justement avant les déplacements à Atlanta. On avait eu un partout avec un Trae Young Ice Trade Gang qui avait fait un game winner sur le game 1. Retour à la State Farm Arena. Les deux matchs vont dans un seul sens. C'est deux matchs gérés, contrôlés, dominés par Atlanta. Gérés, contrôlés, dominés. On a vu la beaucoup plus grande diversité des options offensives d'Atlanta. Et on a vu des Knicks, très bonne défense cette saison, être incapables en fait d'enrayer la bonne attaque d'Atlanta à partir du moment où Trae Young est en chef d'orchestre, mais Bogdanovic se met à bien scorer. Capella passe pour Will Chamberlain. Tout à fait. Alors qu'il y a quand même des intérieurs à New York. Ça va. Mais bon, non mais il y a des intérieurs. Après, je te dis pas que c'est les plus gros monstres de la Terre, mais il y a des intérieurs, ils se font manger. Ouais. Non, je pense que notamment les fans des Knicks te diront qu'ils sont un peu déçus forcément d'avoir la blessure de Nerlens Noel qui s'est fait la cheville alors qu'il avait bien démarré la série et qu'il est vraiment pas à 100%. C'est vrai que c'est chiant. Et que Mitchell Robinson, tu peux pas compter sur lui alors que t'aurais bien aimé. En attendant, Capella, il passe pour Wilt. C'est ça, parce que Taj Gibson à un moment à 38 ans, 58 ans. Je sais pas, mais il joue trop de minutes parce que Thibodeau a pas le choix. À propos de joueurs qui jouent trop de minutes, il y a Derrick Rose aussi qui montre les problèmes là pour le coup offensifs des Knicks, c'est-à-dire que Thibodeau ne sait pas comment obtenir du scoring, vu que Julius Randle est à 27% au tir, et que RJ Barrett est quand même en galère aussi, hein, il shoot un peu mieux, il est à 39-40% au tir, mais enfin c'est compliqué tout ça. Maigrelet, Aucun des deux n'est dans j'allais dire dans son régime de régulière, mais ne serait-ce que dans un début de régime en fait, parce que là, juste Randle, la gel, il met tout juste 17 points par match. Hein. C'est pas du tout assez et à des pourcentages donc dégueulasses. Hein. Tout à fait. Alors c'est vrai que comme tu le disais, Derrick Rose, beaucoup de minutes, beaucoup de responsabilités, il apporte sa production. Derrick est au four et au moulin, donc il apporte énormément, voire bien plus que ce qui était attendu pour les Knicks sur ce premier tour. Presque 23 points par match. Ah non, mais tu peux dire que c'est le meilleur joueur des Knicks sur cette série, et malheureusement, c'est pas contre Derrick, mais comme nous avons pu en discuter sur les réseaux sociaux, 2021, ton meilleur joueur, c'est Derrick Rose. Compliqué. C'est un problème que Thibodeau n'arrive pas à modifier, pendant que Nate McMillan, sans être un génie, hein, parce que dans la défaite Game 2, dans la défaite du Game 2, on s'était quand même bien foutu de sa gueule et de ses rotations, mais sans être un génie, il met en place des choses. Donc ces rotations, moi, me font toujours pas rêver. Il y a toujours des moments où je trouve que les Hawks peuvent remercier les Knicks d'être pas foutus de mettre un panier. Tout à fait. Parce que les passages qu'il fait là où il y a pas Trae Young, il y a pas Hunter, il y a pas Capella, enfin, tu sais, les passages où il y a... Il les a un tout petit peu modifié, mais c'est vrai que ça reste encore très très binaire. C'est assez binaire.
En attendant, il a quand même beaucoup plus d'options que Thibodeau. Moi, sincèrement, avant la série, je pensais vraiment que Julius Randle allait quand même faire mieux que ça. Je dois l'avouer, il me déçoit. Il me déçoit quand même pas mal. Individuellement, je parle. Hein. Ouais. Genre, ça se voit qu'il panique. Ça se voit qu'il n'arrive pas à retrouver son rythme, donc il rentre pas de tir. Il a du mal à driver. Alors, ok, c'est vrai que DeAndre Hunter fait du sacré boulot sur lui. Il fait une série, on l'a même pas mentionné, il fait une série. Tout à fait. Hunter. Du sacré boulot en défense sur Julius Randle et plutôt bon, plutôt propre en attaque. Mais quand même. Julius Randle, avec ce qu'il sait faire, avec le corps qu'il a, la technique qu'il a, sa petite papade gauche et tout DeAndre Hunter qu'il est, Julius Randle ne devrait pas être à 27% au tir. Non mais bien sûr, il y a beaucoup d'hésitations, tout à fait. Il y a beaucoup d'hésitations de la part de Julius, des initiatives qui sont pas forcément bonnes, ou en tout cas hors rythme. Parfois il pénètre pour ressortir sur un joueur, mais c'est pas le bon qui est ouvert parce que Atlanta va ouvrir les shooters un peu méfiants. C'est-à-dire que on a compris comment ça se passait avec Alec Burks, avec Manuel Quickley, donc allez-y avec RJ Barrett à 3 points. S'il l'aimait, alléluia. S'il l'aimait pas, on a respecté le scouting report. Mais c'est vrai que Julius Randle au moins va retourner à la maison là sur le Game 5 pour essayer de montrer un autre mood. Il va être fondamental, hein, parce que là les Knicks sont dos au mur, retour à la maison. C'est pour ça que j'insiste sur Julius Randle, parce que c'est pas que pour lui tout ça, mais quand même c'est lui le franchise player. Mais bien sûr. Il est MIP, il est devenu All-Star cette année. Je suis désolé, mais là il fait un premier tour de genre de joueur de banc, quoi. Il se fait il se fait outplay dans tous les sens. Il est incapable mentalement de reprendre un peu le dessus et de faire un vrai match où il impacte. Donc toi en tant que fan des Hawks tu kiffes, mais je peux comprendre tous les fans des Knicks qui commencent à se poser la question, de se dire merde, on a entendu parler du max pour Randle, est-ce que c'est une bonne idée par exemple? Oui, bien sûr. Je pense que pour Julius, en effet, il y a beaucoup de pression. Ça se voit qu'il est très tendu dans les matchs. Ça se voit que là, il n'arrive pas à se libérer. Hein. Ça se voit que les lumières sont un peu fortes et qu'il y a en face en plus une équipe qui a bien compris comment assez facilement annihiler l'attaque des Knicks, qui on le savait n'était pas leur force première, donc ça passe énormément par Randle. Maintenant je pense qu'il peut totalement trouver la solution là sur le match 5 et essayer de faire une bonne production. Je dis ça notamment parce que sur le pronostic, moi je ne bouge pas, j'avais mis les Hawks qui passaient sur cette série, mais je pense qu'elle n'est pas terminée. Je pense que les Knicks vont gagner à la maison. Tu penses que les Knicks vont arracher le droit de retourner à Atlanta pour un Game 6? Ouais, je pense que ça se termine pas en 5 en tout cas. Ça se termine pas au Madison Square Garden. Et je pense qu'au centre de ça, il y aura un Julius Randle qui a envoyé une espèce de cartouche à Danilo Gallinari sur le Game 4 parce qu'il était énervé d'un coup qu'il avait mis à Reggie Bullock. Donc c'était aussi l'occasion de dire, bon les gars, rendez-vous à New York parce que cette fois on va y aller en mode Gangs of New York. On va sortir les couteaux et les Kevlar. Mais en même temps, je peux totalement comprendre les gens qui voient cette série et se disent juste, hormis le run du Game 2, Atlanta a été plus profond collectivement, des meilleures options offensives, c'est mieux ajusté. Et même ils ont mieux défendu presque. Et ont mieux défendu. Et ont sécurisé le rebond, enfin je veux dire sur tous les aspects du jeu, tu as une domination d'Atlanta. Je pense que juste, je veux bien voir l'ambiance qu'il va y avoir au MSG ce mercredi soir, si je dis pas de bêtises, parce qu'à mon avis, comme on le dit souvent, le plus difficile c'est de finir les séries. Et je veux bien voir comment Atlanta réussit à finir une série là-bas, je suis pas certain. Toi, tu restes sur quoi, pronostic? Moi, j'avais dit 4-3 Knicks, donc si tu veux, il va me falloir 3 victoires. Là. Donc ça va être très compliqué. Je pensais vraiment que Julius Randle pouvait impacter mieux que ça offensivement. Là, moi, je trouve que le vrai souci, autant que Trae Young et Bogdanovic sont en train de faire beaucoup de mal à la défense des Knicks, bon, facile à en prendre. Ils ont des forces qui sont assez évidentes. Mais je m'attendais vraiment à ce que Randle puisse quand même si DeAndre Hunter défend bien et tout, qu'il aille chercher plus de fautes, qu'il gratte des petits points, qu'il aille plus près du cercle, vu qu'il n'arrive pas à shooter, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc je suis assez déçu. Par contre, je suis assez d'accord, je pense qu'ils peuvent accrocher le Game 6. Par contre, je vois pas trop comment ils vont aller gagner le 6 là-bas, quoi. J'ai un peu de mal à y croire. Ils peuvent accrocher le Game 6. Donc tu dirais 4-2 Hawks? Là, à aujourd'hui, je pense que ça me paraît difficile de pas imaginer les Hawks gagner cette série quand même. Dites-nous évidemment qui vous voyez en demi-finale. Les Hawks ont clairement le vent dans leur dos, c'est la tendance. Mais on le rappelle encore une fois, finir une série, c'est pas aisé. Et il y a plein de jeunes qui doivent apprendre comment terminer ça. Rendez-vous mercredi soir pour le Game 5 au Madison Square Garden. Brooklyn Nets Celtics. Nous sommes sur la 4ème série de la conférence Est, Nets Celtics. Nous avons eu 2 matchs à Boston. Magnifique sursaut des Celtics au match 3. Très bien, Jason Tatum. Énormissime Jason Tatum, mais énormissime, 50 points. Wow. Il est dans des clubs où voilà où il y a que des noms de ouf et tout. T'es là, tu fais alors il y a Larry Bird, Michael Jordan et Jason Tatum.
Moi j'aime bien ce genre de club. Donc voilà, ça c'est un peu ça. Non, il a été énorme sur le Game 3. Énorme. Et le public sur a le poussé Game 3, de fou. Le public a poussé de fou. La défense des Celtics s'est un peu réveillée. Elle a bien fait chier Kyrie. Marcus Smart a été bon. Tristan Thompson, Tim Duncan. On aurait dit Tim Duncan, exactement. 20 points, 12 rebonds. Faut dire que la raquette des Nets, c'est un souci. Donc on reparlera certainement de ce souci intérieur des Nets. Parce que si jamais, peut-être par hasard, il passe... Il y a moyen qu'ils jouent des Golgoth. Mais c'est vrai que le Game 3, ils en ont eu un peu rien à faire. Enfin, en tout cas, Brooklyn m'a semblé un peu à côté de ses pompes, avec Kyrie notamment, qui était pas là. Ils ont ce côté en tongue et tout. Mais enfin, au Game 3, Celtics gagne, alors que le duo KD Harden met 80 points quand même. Non, tout à fait. Bien sûr. Mais t'avais KD, non, mais genre 40, non? Bien sûr. Mais tu avais le sentiment un peu en tongue que Brooklyn se disait... On va échanger quelques buckets et on va les terminer à la fin. Sauf que quand tu as eu quelques belles fautes provoquées par Marcus Smart, qui a eu une bonne défense et que le public s'est mis derrière, bon, tu menais 2-0 dans la série. Je pense que quand on est d'ailleurs sorti de ce match là et qu'il y a eu 2-1, c'était le sursaut, comme tu l'as dit en termes de mots. Mais tu t'es pas dit, waouh, la série est relancée. Non, pas du tout. Et ça s'est vérifié sur le Game 4. Pas comme une autre série dont on va parler tout à l'heure. Et ça s'est vérifié sur le Game 4. Je suis tout à fait. Et sur le Game 4, les Tres Amigos là. Oh la vache. Ils sont arrivés là, ils ont fait non, mais en fait non. Alors ce qui va se passer, c'est que Kyrie Irving va en mettre 40, KD aussi. Harden va faire 18 passes sans perdre un ballon. Voilà. Ils ont mis 104... Joe Harris, il va se régaler. Ils ont mis 104 points à 70% au tir, les trois fous. Et honnêtement, je crois qu'on avait rarement vu, certains ont vu ce match à la Game 4, on avait rarement vu une telle machine offensive. C'est-à-dire que de l'autre côté, cette fois, Boston a un peu pris des patates dans la gueule, donc il y avait des choses. Tatum en a remis 40, hein, mais, tout à fait. Mais bon. Et de l'autre côté, voilà. De l'autre côté, ils ont pris des sauces normales parce que tu fermes tous les trous, mais t'as Joe Harris qui plante. Ouais, c'est chaud. Que Bruce Brown, le nouveau pivot, incroyable ce 5 là, de Steve Nash. Ouais, il est même pivot dans ce 5. Hein. Ils se disent, vas-y, KD reste au large, c'est Bruce Brown qui va prendre les rebonds offensifs. Ouais. Ce qui est pas con. Hein. De toute façon, il n'a pas trop le choix. Et puis, l'avantage aussi, c'est contre les Celtics, il peut vachement se le permettre. Ouais. Les Celtics, c'est des beaux athlètes et tout. Mais c'est pas une équipe très dure physiquement. Non, bien sûr. C'est pas une équipe où il y a des gros muscles avec beaucoup de taille, surtout avec Robert Williams qui est un petit peu mal en point. Tu vois, il manque Jaylen Brown. On oublie que Jaylen Brown, c'est comme aussi un des gars qui met de la grosse densité physique quand même dans cette équipe. Donc il y a Marcus Smart, ok, mais sans leur faire offense, hein, mais les Jason Tatum, les Evan Fournier, c'est des beaux athlètes, mais c'est pas des gars durs au mal, c'est pas des gros gars musculeux qui te rentrent dedans, quoi. Donc là, ils ont assuré le 3-1 sur un talent offensif complètement dingue. Ça permet à Nash de se faire des petits plaisirs tactiques. Est-ce que c'est un 4-1 assuré cette affaire? Ça repart à Brooklyn? Oui. Je pense que Brooklyn va faire le travail gentiment à domicile. C'est ce soir d'ailleurs, si je dis pas de bêtises. Je pense que ça termine à domicile. C'est ce mardi soir, je crois. À mon avis, ça termine à domicile avec un public qui pousse. On rappelle évidemment aussi le contexte. C'est-à-dire que là, on vient de voir ce qui s'est passé à Boston avec la bouteille d'eau balancée sur Kyrie, où à mon avis, l'autre, il va être le premier avec ses coéquipiers à dire bon, on va finir ça vite fait, bien fait. Parce qu'il y a un scénario qui est clair dans la tête des Nets. Tu ne retournes pas à Boston. Donc faut finir là. Donc tu termines ce soir. Surtout qu'en plus, ton adversaire, donc les Bucks, eux, ça y est là, ils sont peinards, ils ont le petit plaid et ils regardent les replays tranquilles. Eux, ils ont Bicham depuis 5 jours. Ouais, et eux, ils sont pour Boston là. Ah bien sûr. Eux, dès que ça rentre dedans, ils sont là, putain, incroyable. Boston. Peyton Pritchard, super, continue. Super, bien, ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que le Game 4 où ils ont shooté à quoi, à 60% à 3 points, 60% au shoot et 100% au lancer, quasi, enfin c'était des stats absolument ahurissantes à aller voir. C'était un petit peu ce côté dont on parlait depuis des mois de ça donne quoi, Brooklyn, si cette machine offensive est au max. Ouais. Est-ce qu'elle peut l'être dans la durée? Est-ce qu'ils peuvent en enchaîner un autre là pour finir les Celtics, tu vois, par exemple? Ça serait une belle démonstration de force. De quoi? 4-1. Oui. Je crois que c'était nos pronostics originels en plus. Tout à fait. Et je crois que dans l'apéro de la semaine dernière, où on a fait le point un peu à l'Est, on avait dit si Boston en prend un, c'est bien. C'est bien, ouais. On en est toujours là. On est dedans. Ouais. Bon, si t'en prends 2, extraordinaire. Parce que derrière, attention, hein, les Nets qui reviennent à Boston, avec Kyrie qui marche sur le... Qui piétine le logo. Le méchant, qui manque de respect à toute la planète parce qu'il piétine un logo. Tough guy, hein. Il a été piétiné le logo, waouh.
Ça, c'est un geste de tough guys. Hein. Qui a un logo sur lequel très peu de personnes passent non plus, donc c'est bien. Mais bref, donc du coup, dites-nous qui vous voyez sur cette série. Mais on est d'accord, sur l'Est, Milwaukee, attente des Nets sur lesquels on met tous les deux 4-1. Philly devrait terminer le travail à la maison en attendant de voir ils sont en position préférentielle. La situation d'Embiid, et après plutôt les Hawks qui passent. Quand même. Hein. Quand même, je suis d'accord. Ils ont pris vraiment, je veux dire, ils mènent 3-1, quoi. Faut pas l'oublier, quand tu mènes 3-1. Les pourcentages sont clairs. Voilà, exactement. On va passer à la conférence Ouest. Et alors là, autant en effet sur le premier tour à l'Est, il y a des choses qui ont été très vite annoncées. Domination des Nets, domination des Bucks, domination des Sixers. Non mais l'Ouest, on a plus de rebondissements. Là. Autant à l'Ouest, j'ai envie de dire, commençons par la série qui est la moins compliquée, c'est la Jazz Grizzlies. Ouais. Bah, les Grizzlies ont pris le premier, on en avait parlé. Le Jazz a égalisé là-bas, chez lui, pardon. Et puis on est arrivé au FedEx Forum. Sauf que le FedEx Forum, c'est toujours la maison de Mike Conley. Voilà. Je crois qu'il est chez lui. Voilà. Incroyable le Game 3. Wow, incroyable. T'as vu, il y a un moment, Ja Morant, il lui crie dessus, là, ou je sais pas quoi, là. Il s'est occupé de tout le monde. Et Mike Conley, il a fait, attends, qu'est-ce que tu fais là? C'est ma maison, c'est moi qui ai construit, regarde les murs, c'est moi. Avec Marco et... Toi, t'as la chambre de bonne, d'accord? Et Zibo, ouais, voilà, c'est ça. Toi, avec Marco, Zibo et Tony. Ah. Tu vois? Non, c'est clair que Conley a été létal sur le Game 3. Vous pourrez voir, il y a 7 sur 10 à 3 points, je crois. Et puis à la passe, il les a tués. Money time trop propre et tout. Bien sûr. Wow. Il y a Dion Brooks qui lui est rentré dans la gueule et il a répondu avec des 3 points, avec du trash talking, avec des bonnes distributions. Donovan Mitchell qui a terminé ça. Rudy Gobert qui a bien protégé son arceau. Il domine sa série, Rudy. Hein. Ça va, il fait. Moi, je trouve qu'il domine sa série. Il fait plus que le boulot. Après, évidemment, sur le finish du Game 3, il y a notamment les 4 dernières minutes où Memphis juste ne score plus du tout. Parce que notamment Rudy et les gars du Utah disent on a cette capacité-là à dire stop. Et hier soir, Game 4. Le Jazz est au-dessus. Le Jazz est au-dessus dans beaucoup trop de compartiments. En fait, en te disant ça, j'étais en train de chercher dans quel compartiment éventuel, à part la jeunesse, Memphis est au-dessus. Je veux dire, ils se battent hyper bien. J'adore cette équipe de Memphis. Ils se battent hyper bien. Pour des petits jeunes comme ça, je trouve qu'ils abordent les événements. Des leçons de fou, ils abordent les événements de manière collective et ensemble et soudés et ils en veulent et tout. Franchement, c'est admirable. Mais après, concrètement, techniquement, désolé, mais ils ont encore des progrès à faire. Ja Morant est un joueur incroyable techniquement, mais l'équipe du Jazz, techniquement, c'est au-dessus. Non, mais bien sûr. Expérience, il n'y a même pas de discussion. En exécution, en expérience, en capacité à lockdown, etc. Ils défendent bien Memphis, mais le Jazz défend mieux. Ah, ils sont meilleurs. Je pense qu'à la limite, il doit y avoir des conneries, c'est-à-dire que certains vont nous dire au lancer ou au contre. Oui, voilà, c'est pour ça que je pose la question. Allez-y, sortez-moi les stats avancées. Mais concrètement... Mais en tout cas, dans les aspects fondamentaux de la série, c'est sûr et certain, c'est pour Utah, qui a laissé passer son Game 1 et qui est en train de nous faire une série à la... ce qu'on avait vu par le passé, c'est-à-dire... les Nets là de D'Angelo Russell qui viennent à Philadelphie. Le gentleman sweep quoi. Tu perds le premier puis derrière comme t'es beaucoup plus fort tu les enchaînes. Tu te réveilles tout à fait et donc elle se retrouve à jouer le match 5 à la maison. Bien sûr, donc normalement ça doit terminer et après ça enterre aussi un peu le sujet dont on parlait la semaine dernière qui est oui Donovan Mitchell, comment ça se passe etc. Le retour c'est bon. Ça va. Il est pas non plus flamboyant mais il est bon. Non mais il est bon quand même. Je veux dire dans certains aspects du jeu qui sont pas forcément dans certains aspects du jeu qui sortent pas forcément de la feuille de stats. Dans les bons runs, je trouve que Mike Conley évidemment a été très bon, mais Donovan Mitchell dans certains runs où Memphis essaye de revenir, c'est un peu compliqué offensivement et il faut qu'il y ait quelqu'un qui provoque des lancers, crée les décalages et mette les bons gros 3 points en sortie de temps mort. Je l'ai vraiment trouvé pertinent, notamment sur le Game 3 Donovan Mitchell, donc, et à mettre le run dans le Game 2, donc c'est bien. Non, mais c'est Donovan Mitchell, c'est le meilleur arrière de la série, je veux dire... Voilà, il y a un moment où les gens nous font attendez, c'est pas Dillon Brooks, quoi, tu vois, genre c'est Donovan Mitchell. Donc là, il est en train de le montrer, mais ce que je veux dire par là, c'est comme il revient de 4-5 semaines sans jouer, blessure et tout, tu vois, il est un petit peu rouillé sur certains drives ou shoot, ou quoi, et limite, cette série est presque parfaite pour lui pour bien se mettre en route. Hein. C'est ça, donc 4-1, ça va se finir à 4-1, toi Utah, tu termines ça, je pense. Après, je serais absolument pas étonné que Memphis nous fasse un gros résultat là-bas, mais en tout cas ça ne va pas en 7. Utah gère cette série, la contrôle, et je pense qu'ils vont finir ça à domicile, allez. Ouais, je suis d'accord aussi. Je suis d'accord. Et parcours admirable. Allez, 4-1. T'as pris ta victoire. Je crois que 4-1, c'est ce qu'on avait pronostiqué aussi. Ouais, certainement. C'était juste que c'était pas dans ce scénar-là. Si, on en avait parlé.
Je crois que dans la preview, on en parle, oui, où on dit, tu sais, Memphis, ils arrivent tout chaud, nanana, Donovan Mitchell, ceci, cela. À l'époque, on savait pas que Donovan Mitchell jouerait carrément pas le Game 1. J'ai dû foutre 4-2, peut-être des 4. Peut-être t'as mis 4-2, ouais. Dites-nous ce que vous voyez évidemment dans cette série entre Utah et Memphis, mais pour le moment en tout cas c'est... Peut-être moi j'ai mis 4-2, je sais plus, ouais, peut-être que l'un de nous deux a mis 4-2, ouais. Les deux mains sur le volant pour le Jazz, ça va terminer tout ça. Et ils vont attendre évidemment ce qui se passe du côté, quand même, il faut le dire, de nos amis les Clippers face aux Mavs. Et alors autant, on le sait parce que c'est un running gag et que la commu adore lorsqu'on doit faire des apéros Clippers lorsque ça choque, autant il faut redire aussi les choses. Et franchement... regardez-nous bien, on applaudit les Clippers. On avait parlé de plein d'éléments la semaine dernière. On parlait de trop de minutes pour Ivica Zubac, on parlait de trop de temps de jeu pour Patrick Beverley. Tyronn Lue. You know that you're really good at watching trash talk, frérot. Trop de minutes pour Ivica Zubac, ça dégage. Trop de minutes pour Pat Beverley, ça dégage. On a eu une restructuration notamment du 5 majeur, Nicolas Batum, que j'ai aussi envie d'applaudir parce que frérot, il fait un taf. Il a parlé du fait qu'il étudiait notamment les vidéos de Draymond Green et de Boris Dio sur les derniers matchs pour être cette espèce de pivot intérieur qui défend parfois sur Porzingis et doit créer les décalages. Il a été super et les Clippers du coup ont déroulé sur les deux matchs. En fait, ce qui s'est passé, c'est que donc quand on a fait le bilan après 2 matchs, on était vénère et tout machin. Et moi, sincèrement, je sais plus comment j'en ai parlé. On en a parlé dans la vidéo. Moi, sincèrement, je trouvais que Dallas attaquait tellement bien et que les Clippers montraient tellement un manque d'intensité, de compréhension de ce qui se passe, de l'événement et tout. Et puis, ils ont les stats contre eux et tout. Ils ont complètement retourné. Je veux dire, c'est la série. Cette série, c'est la série dont je trouve le scénario le plus improbable, en fait. 0-2, clairement, 0-2, de loin. Hein, bien sûr. 0-2 à domicile. Et même, je veux dire, le scénario dans la manière aussi. Ce ne sont pas les deux mêmes équipes. Exactement. C'est-à-dire que les deux équipes ont changé de visage. C'est-à-dire qu'on doit applaudir les Clippers. Par contre, on va devoir parler aussi du coup des faiblesses des Mavs qu'ils avaient parfaitement réussi à cacher lors des 2 premiers matchs. Et là, ils se sont fait exposer parce qu'il y a eu des ajustements côté Clippers. On vient de se moquer gentiment de Tyronn Lue, mais même les joueurs. Les joueurs ont ajusté certains comportements, sont appliqués. Marcus Morris s'est mis à rentrer quelques tirs. Il y a Reggie Jackson qui s'y met aussi. Exactement, tu as parlé de Nico, il est bien meilleur match 3 et 4 qu'au match 1 et 2. Hein. Oui, déjà, après, il a plus de minutes aussi. Bien sûr. C'est un peu différent. Il a eu du gros temps de jeu, donc ça l'a aidé. Après, c'est vrai que les Clippers qui se sont ajustés collectivement, il y avait un truc que moi notamment je mentionnais dans l'apéro de la semaine dernière et je pensais pas que ça allait se concrétiser ainsi, c'était qu'on parlait du fait que c'était make or break. C'est-à-dire que tu es mené 0-2, mais tu es le favori dans la série. Si les Clippers venaient à se redresser, ça peut être un tremplin, on avait dit que ça pouvait être un tremplin d'enculé pour la série suivante où tu vas affronter justement le Jazz, ou du moins on va voir ce que ça peut donner. Et là, si tu te retrouves dans ce genre de dynamique et que tu peux remporter cette série après avoir été mené 0-2, ça peut être un gain de confiance de malade. Pour le vestiaire, c'est magnifique. Ils se sont vraiment ajustés. On peut dire ce qu'on veut sur Tyronn Lue. On a discuté avec les fans des Clippers de savoir si Doc Rivers aurait été capable de faire ces ajustements-là. Mais on avait parlé ici de justement pas trop d'Ivica, pas trop de Beverley. Ibaka, on savait pas. Rondo plus que Beverley. Plus que Beverley, c'est mieux. Ouais, tout à fait. Beverley, en fait, dans le match 3, là, j'ai regardé il joue 3 minutes. Dans le match 3, il joue 5 minutes et dans le match 4, il doit jouer 5 minutes aussi en fait. Et il aboie depuis le banc et c'est très bien. C'est très bien. C'est là qu'il doit être. Exactement. C'est là qu'il doit être. Dans cette série en tout cas, c'est ce qui est très bien. Exactement. Non, mais... Après, les Clippers aussi ont eu l'occasion, parce qu'on peut parler de Tyronn Lue, des rotations de Batum, de Marcus Morris, etc. On peut parler de Kawhi Leonard ou c'est comment? On peut parler et de Paul George. Ouais, mais Kawhi. Paul George, je suis d'accord. Attends, bravo. Franchement, c'est Kawhi et Paul George. Pas au match 4 déjà, un peu moins Paul George. Non, mais tout à fait. Mais Mais Paul George est extraordinaire, il est super et tout, mais genre Kawhi il a raté 3 tirs en 2 matchs, il a shooté 30 fois, il a marqué 28 fois. Non mais tu vois, c'est un grand malade. Il est énorme, mais ce que je veux dire par là, c'est que sur le Game 3, ce qui est marrant dans la physionomie du match, c'est qu'ils sont menés 30-11 et que là c'est hyper flippant. Le Game 3, non mais là c'est Paul George qui et Kawhi évidemment, mais les deux, ce sont eux qui ramènent l'équipe parce que là on est là, mais qu'est-ce qui se passe? Ils vont être menés 3-0, ils sont sérieux, enfin tu vois. Je crois qu'il y a 20 points de Paul George sur la première mi-temps, qui est une première mi-temps qui peut définir la saison des Clippers. Donc il a été énorme en attaque, à prendre des shoots, à prendre ses responsabilités, à gueuler aussi sur les gars et à dire allez on y va, à pick up aussi certains joueurs beaucoup mieux défensivement.
Kawhi a été stratosphérique, notamment sur la deuxième mi-temps, ce qui a mené au Game 4, où là, en effet, on est sur Kawhi candidat MVP, en fait. Quand il joue comme ça rappelle les Raptors. Hein. Ouais. Quand il joue comme ça, franchement, pour moi, il y a que Kevin Durant qui est dans la même sphère là cette année, tu vois ce que je veux dire. Après, LeBron, il est blessé et tout, puis il commence à être plus vieux et tout ça. Je sais pas trop. On va voir LeBron comment il évolue dans ses playoffs, on va avoir l'occasion d'en parler. Mais là, dans ces playoffs, quand les deux matchs, le match 3 et le match 4 de Kawhi Leonard, pour moi, si on devait donner un titre de MVP des playoffs, moi je trouverais ça super, hein, perso. Pour moi, Kawhi serait avec KD en tête de la course. Là, avec Luka, au bout de 4 matchs, ouais. Ah ouais. Il a raté des matchs, vraiment, Kawhi. Après, faut qu'il passe la série, parce que pour être MVP des playoffs, faut aller un peu loin. Je sais pas juste si tu vois, genre, en termes de ce que tu fais, de ce que tu apportes, de comment tu domines. Donc, pour il y a potentiellement Luka, parce que, ok, le match 4 était compliqué, mais les 3 premiers matchs, attention, Luka Doncic, même dans la défaite au match 3, Luka Doncic, il a rien à se reprocher. L'autre, il est à 40 points, il a fait 9 passes d'ess, enfin, tu vois, son copain blondinet de 2m20, lui, il a des trucs à se reprocher. Bah, ça, on va y venir. Mais on va y venir. Donc, non, mais c'est ça que je veux dire, genre, pour moi, KD, Kawhi, Doncic, voilà, c'est un peu le... Joël. Et Joël, il joue un adversaire, mais oui, Joël. Oui, et je sais que j'en fais chez certains, mais le petit frisé qui porte le numéro 11 à Atlanta aussi. Le petit frisé qui porte... Il est dans le tir d'en dessous. Il est dans le tir d'en dessous. Mais par contre, sur une série au bout de 4 matchs... Non, mais il est super. Mais il est dans le tir d'en dessous, quand même dans... C'est pas le même niveau de domination. Je sais pas, Kawhi... Mais parce que le mec, il prend le match. Et KD, il y a une sensation à un moment donné où il faut... Non, mais non. Stop. En fait, non. Ouais. Voilà. Taisez-vous. Tu sais, le côté genre, boum. Il est énorme. Très impressionnant. Il a été énorme sur le et Paul George fait son taf de lieutenant, t'as raison de le signaler, il fait un énorme Et Paul George, qu'on n'arrête pas de tacler à chaque fois pour ses histoires de playoff P, bah, en ce moment, là, actuellement, c'est playoff P, c'est-à-dire que sur les games 3 et 4, il a été dingo, que les deux, là, ils sont dans cette version qu'à mon avis, les fans des Clippers voulaient voir, c'était des extérieurs complètement dingues quand ils sont calibrés, c'est-à-dire que même Luka, le pauvre, évidemment, qui est blessé, donc le Game 4 était une horreur totale pour lui, parce que tu sentais que même faire une passe, c'était pas possible. Ils ont senti le sang, là, les deux, et ils te font une défense individuelle et collective sur lui. Il y a beaucoup d'endroits où j'aimerais pas être sur Terre, mais en ce moment, défendu par Kawhi et Paul George quand t'es blessé, c'est relou. C'est une horreur. C'est relou, je suis d'accord. Il regrette Patrick Beverley, je te le dis. Il fait, vous le faites pas rentrer? Ouais, et Reggie sur moi j'aime bien quand il me parle dans les oreilles. Exactement. Non mais c'est vrai, non? Ouais, ils se sont ajustés. Donc là il y a 2-2, sauf que ça revient à Los Angeles, que Luka n'est plus à 100%, clairement, hein, on va pas se mentir. Après ça a l'air d'aller mieux, et puis on sait pas exactement ce qu'il a, on va voir. Il est fort, mais bon. Que les Mavs ont peut-être pris un petit coup derrière la tête quand même mentalement. Après, c'est une équipe qui est solide. Ils vont pas changer leur plan de jeu. Rick Carlisle et tout, ça va pas changer de plan de jeu, ça va garder confiance et tout. Non, on en arrive au problème laiton. Je suis désolé. On arrive sur Porzingis, qui évidemment a été pas mal sur les Game 1 et 2, notamment sur le Game 2. Ouais. Sur le Game 2, il est bien, parce qu'il met sa vingtaine de points en espaçant le terrain, en abusant de Ivica Zubac. Ryan Anderson, quoi. Non, mais oui, mais après, il permet aussi des lignes de pénétration sur les matchs 1 et 2. Je dis pas qu'il sert à rien, hein. Je dis pas qu'il sert à rien. Je dis qu'il joue comme Ryan Anderson. Ou comme, tu vois, tu m'as compris, quoi. J'entends, comme avec la Friends. Ouais, comme Channing Frye. Oui, voilà, exactement. Et je veux bien comprendre que ça fasse chier. D'ailleurs, Rick Carlisle a essayé à un moment sur le Game 4 de mettre du Boban pour essayer de punir à l'intérieur parce que c'était chaud et qu'il fallait trouver des... L'autre, il joue au poker. Il se dit, merde, avec Porzingis... On s'est foutu de leur gueule avec Ivica sur le terrain où on l'exploitait tout le temps sur pick and roll. Ils ont vu Porzingis, Paul George et Kawhi, ils ont fait donner le ballon derrière chaque écran, on va provoquer des fautes, délancer et le sortir du terrain. Bah ouais. C'est dur. Et puis même quand ils jouent small ball, les Marcus Morris, les gars comme ça sont plus agressifs que lui au rebond, donc ils arrivent quand même à tenir. Ils se font un peu manger, mais pas tant que ça. Limite c'est Maxi Kleber, le costaud, le soldat dans la raquette, quoi. Tu peux dire sur la série que là, au bout de 4 matchs, Porzingis n'est pas un des 6 meilleurs joueurs de la série et c'est compliqué. C'est pas normal. C'est pas normal. Donc j'ai vu beaucoup de critiques fusées sur lui et j'avoue que la plupart d'entre elles, je les comprends. Par rapport au salaire que tu payes Porzingis, au potentiel qu'il a démontré auparavant, au fait qu'il est fragile des genoux et gna 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 et tout ça, en fait tu te dis putain mais est-ce que c'est vraiment lui qui peut être le bon lieutenant pour Luka ?
Tu te poses vraiment la question. Et je comprends, il y en a plein qui veulent se demander, et c'est en train de se définir, que tu sens que Porzingis, c'est un très très bon troisième joueur dans une équipe qui peut aller loin. Je pense que c'est ce qui est en train de se montrer. C'est ce qui est en train de se passer, ouais. Mais je viens pas à sa défense, parce que lui aussi il me frustre, mais on a tendance à chuchoter quand il fait des choses bien et à vraiment sortir le haut-parleur quand il fait des choses mal, Porzingis. C'est vrai, c'est peut-être aussi parce que ces derniers temps, il fait pas tant si souvent que ça des trucs vraiment bien aussi. Tout à fait, peut-être, tu vois. Tout à fait. Depuis qu'il est à Dallas, finalement, il passe du temps à l'infirmerie et quand il est sur le terrain, bah, il nous fait pas rêver, quoi. Je suis d'accord. Je dis pas qu'il fait que de la merde, mais bon, voilà. J'essaie juste de voir ce que ça donnerait si on était toujours dans une série à 2-2, mais qu'en fait c'était pas tout à fait le même scénar. C'est-à-dire les Clippers gagnaient de premier et tu reviens à la maison. C'est-à-dire qu'à mon avis, t'es fan de Dallas, il y a 2-2 aujourd'hui dans la série, t'as le seum parce que tu menais 2-0. Ouais. Mais à mon avis, tu dirais genre, bon, bah. On est là. On fait le taf. Bah attends, la série elle est pas finie, hein. Ouais, bien sûr. C'est pas ce que je suis en train de dire. Non, je suis mais juste en train de dire que au match 1, au match 3 et au match 4, le match 2, je suis d'accord, il a été bon. Mais match 1, 3 et 4, ça fait quand même 3 matchs sur 4. J'ai vraiment pas trouvé terrible. Aussi dominant, c'est pas sa match-up. Et vraiment, le match 4, c'est chaud. Sa match-up, en tout cas, est clairement pas à son avantage. Et puis mentalement, je sais pas. Donne-toi. Dallas aussi s'est retrouvé dans une situation où, comme Tyronn Lue en avait parlé un peu, et il faut aussi le souligner quand Tyronn Lue dit choses assez pertinentes ou positives, c'est que Dallas était à un niveau à 3 points qui était complètement aberrant, et quelque part sur le Game 3, ils ont aussi shooté comme des malades à 3 points, Dallas, mais redescendre sur terre. Il y en a où l'arceau commence à devenir un petit peu petit. Quand t'as Tim Hardaway Jr. qui joue comme Kevin Durant sur le Game 2, bah, c'est un peu compliqué de gagner. Non mais ça, on est tous d'accord là-dessus. Et donc quand Tim Hardaway joue comme Tim Hardaway Jr., quand Maxi Kleber joue comme Maxi Kleber, et quand Jalen Brunson joue comme Jalen Brunson, bah ce sont les Mavs. Et ce sont plus les... je sais pas, les Warriors 2016. Les Warriors 2016, exactement. Donc après, tu retournes en effet à Los Angeles. C'est quoi le pronostic ? Bah moi, de toute façon, mon pronostic de départ, c'était 4-1. Clippers. Parce que je m'attendais très sincèrement, les Clippers du match 3 et du match 4, c'est ces Clippers-là que je m'attendais à voir dès le début, moi, perso. Cette méchanceté, cette agressivité, ce côté genre, what, on s'est fait niquer l'année dernière ? Non, mais pas cette année, les gars. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Je m'attendais à voir ça tout de suite, donc je voyais pas les Mavs en gagner plus d'un. Bon, ils ont gagné les 2 premiers, donc de toute façon, ça au moins comme ça, c'est torché. 3-2 Clippers... 3-2 Clippers, je pense. Ils sont dans la dynamique, ils reviennent chez eux. Pronostic de série. Oui. Bah, j'essaie de faire déjà mon petit cheminement, mon petit scénario. Est-ce qu'ils retournent là-bas, ils les fument direct et on est à 4-2 ? C'est que c'est possible. Hein. Ouais, allez. Tu sais quoi ? Allez, les Clippers, ils enchaînent. 4 dessus. De toute façon, cette série-là, honnêtement, je n'arrive pas à la pronostiquer. À chaque fois que je dis un truc, il se passe limite l'inverse. Donc voilà. Je sais plus, il faut que je revoie la preview. Je crois que t'as dit 4-2 Clippers, toi. Moi, j'ai dit 4-1 et toi, t'as dit 4-2, je crois. En preview de série. Je crois aussi. J'ai pas du tout. Enfin, je revois, j'ai pas parlé du tout de Game 7. Le scénario. Non, je crois pas que t'as mis un Game 7. Non, je crois pas. Mais en tout cas. Il peut y en avoir un, là. Hein. Voilà, tout à fait. Mais en tout cas, juste, Luka n'est pas 100% terminé. Luka est dans un état là qui est. Enfin, je veux bien, hein, mais si Luka Doncic a mal, il fait pas semblant. C'est un mec, il est tough. C'est le premier à prendre des challenges, à se dire si je me suis fait la cheville, j'y retourne vite. C'est un compétiteur de malade. Il est de la veine des plus grands compétiteurs. Donc s'il a vraiment mal, même s'il dit qu'en effet ça va bien, etc., et qu'il va encore nous faire des dingueries, parce que c'est Luka Doncic, je pense qu'il y a un moment où côté Clippers, ils sentent qu'ils ont trouvé le bon ajustement. C'est-à-dire que vraiment, les Mavs ont profité à fond pour se foutre de leur gueule sur 2 matchs, parce qu'il n'y avait aucun ajustement de la part des Clippers. Maintenant, en fait, ce que je veux dire, c'est que quand on a démarré la série, on avait dit qu'il y avait une toute petite faille pour que les Mavs puissent s'insérer dedans et puissent faire durer la série. Ils se sont insérés dedans 2 matchs. Maintenant, les Clippers, ils ont fait on a trouvé la faille, on la referme, cette série est terminée. J'ai l'impression que ça va vers un 4-2. Et puis en plus, donc tu as parlé de Luka, pas à 100% et tout machin, la faille qui se referme et tout. Et en plus, il y a un côté aussi d'un point de vue tactique pur. Quelle solution ont les Clippers quand Kawhi et Paul George jouent comme ça ? Quelle solution les Mavs ? Les Mavs, pardon, excuse-moi. Tiens. Ah bah après, bon, si c'est pas comme s'ils avaient des vrais défenseurs élites à leur envoyer dessus ou des trucs comme ça. Sans faire offense à Dorian Finney-Smith qui se bat comme un diable. Hein. Mais. Et t'as pas le sentiment que ces mecs-là vont jouer moins bien. Genre Kawhi, il va continuer. Kawhi, c'est un grand malade, je vous dis. Kawhi, c'est sa série. Grand malade. Bah, il nous a déjà l'année dernière. Ouais, bien sûr. Et il avait été très très sale. On retenait le step back de Luka, mais la série de Kawhi était là genre. Et à mon avis, là, il le sent. Ils peuvent pas se.
les Clippers ne peuvent pas se permettre de perdre le Game 5. Non. Je sais que cette série a un rebondissement, mais là, si tu perds le Game 5... On va séquencer ça, là. Oh. Comment on va séquencer ça quand on va faire... 4-2. Bon, alors, ils sont sortis. 4 de Mavs. 4 de Clippers. Oui. 4 de Clippers. Je suis d'accord. On reste sur le pronostic initial, je sais plus ce que j'avais dit, on verra. On enchaîne sur quoi? On enchaîne. On a fait 1-4. Qu'est-ce que tu veux? On va aller chez toi, va. Suns Lakers 2-2. Peut-être la série la plus intense, la plus vénère de ce premier tour. J'aime bien hein, le Mavs Clippers ou le Hawks Knicks, allez, vite fait. Non mais c'est vrai. Ou ce que les Bucks ont mis en termes de méchanceté au hit, tu vois. Mais là... Non, ça s'aime pas. Là, il y a animosité. Dans la série, c'est bien. Moi, je prends mon pied, là. Franchement, à chaque fois que j'ouvre un match, je fais ah, très bien. Et puis, cool, tout à fait. Et puis, tu prends ton pied aussi parce que quel match dimanche, faut le souligner. Enfin, même je veux dire... ça joue bien. Même dans les défaites, les Suns, ils ont pas démérité, tu vois. Non, tout à fait. Mais je crois que dimanche, les nombreux l'ont vu ce match. Putain, t'es dos au mur. Tu ne peux pas te permettre de perdre ce match. T'as un tel effort collectif. Putain, tu peux bomber le torse. Et puis, quand Eddie se blesse, alors. Voilà, loin de moi l'idée de vouloir me réjouir de la blessure d'un adversaire direct. Par contre, je dois reconnaître que l'équipe des Suns fait, entre guillemets, plaisir en termes de compétition parce qu'ils flairent l'odeur du sang. Ils ont beau être jeunes et tout, il y a plusieurs mecs qui n'ont pas l'expérience. Bah, ils n'ont pas l'expérience. Quand tu vois Booker qui arrive plus à trop rentrer les tirs parce qu'effectivement, les mecs essayent de le priver de ballon très haut et tout, c'est vrai, c'est dur. La défense des Lakers, ça rigole pas du tout. Hein. Numéro 1 de la saison régulière. Ça, puis là, on le voit en play-off. Enfin, je veux dire, ça réfléchit beaucoup et tout. Frank Vogel qui cherche dans ses rotations, qui tout d'un coup nous sort Montrezarel et tout parce qu'AD peut pas jouer et tout. Montrezarel, on va en reparler aussi. Plein de choses. Marc Gasol, LeBron, Kuzma, comment tu les utilises. Enfin, c'est quand même... Il y a une sacrée bataille tactique qui se joue là, hein, en termes de joueurs que tu utilises et tout. J'aime beaucoup, effectivement, ce que les Suns ont réussi à proposer au match 4 et comment ils ont réussi à reprendre l'avantage du terrain en profitant certes de la blessure d'Anthony Davis qui avait fait quand même de sacrés dégâts au match 2 et au match 3. Bon, on le savait, hein, on en parlait dans la C'est-à-dire que preview. DeAndre Ayton fait une super série. Ah, il est très très bon, DeAndre Robinson. Waouh. Robinson, tu dirais, toi? Ouais, c'est vrai qu'il en tout cas, il limite bien. Hein. Ouais, Ewing aussi, tu sais, il y a un côté comme ça, il est moins... Il est moins mobile, quoi. Il me fait plus penser à Pat Ewing quand il se déplace. Qu'à Robinson, qui était genre... c'est une panthère, Robinson. Et vu les comparos qu'il y avait la draft... Ouais, c'est vrai. Il est dedans. Enfin, le spin qu'il a acheté en Drummond avec le sa première série de playoffs, l'autre, il shoot à 70%. Il prend entre 10 et 15 rebonds par soir. Il a mis la vingtaine à plusieurs reprises. Enfin, franchement, tu m'aurais dit ça au début de la série, je t'aurais fait d'accord, c'est bon, ça me va, tu vois. C'est vrai, hein. Et il a très très bien bossé quand il a été sur AD. Après, le truc, c'est qu'ils sont pas débiles côté Lakers. Hein. C'est pour ça que Drummond joue, c'est pour ça que Marc Gasol joue, c'est parce que comme ça, bah, y a un pivot pour occuper Ayton. Et que comme ça, Anthony Davis, bah, il peut attaquer sur des Crowder ou des gars comme ça qui sont des bons défenseurs, mais qui font 10 cm de moins qu'Anthony Davis. C'est très compliqué. Défendre Anthony Davis quand tu fais 10 cm de moins... Bah là, c'est justement toute l'interrogation sur le Game 5 qui a lieu ce soir, 4h du matin, à Phoenix. Anthony Davis, pour le moment, il était plutôt annoncé absent. Questionable et plutôt du côté doubtful que plutôt absent, en probable. effet. Problème, en effet, à l'intérieur de la cuisse à l'aine, exactement, pour voir ce que ça peut donner. Il va très certainement serrer les dents pour essayer de donner son maximum dans cette rencontre, mais à voir s'il jouera. Parce que les Lakers aussi savent que peut-être lui donner 2-3 jours de plus, c'est peut-être l'occasion de revenir au Staples Center avec un match à risque, mais où tu es à domicile et tu peux peut-être forcer un Game 7. Après, ils se rendent compte, à mon avis aussi, que l'équipe qui est en face n'a absolument pas peur. Je pense que le Game 4, là, vraiment, a envoyé un gros message aux Lakers. C'est-à-dire que là, dans ce genre de rencontre, vous étiez mené 2-1, et le momentum était clair côté des Lakers. Moi, je t'avoue, quand j'ai regardé le Game 4, je me suis dit, on va retourner dans l'Arizona. On avait dit la possibilité, tous les deux en off, qu'il puisse y avoir 2-2, mais quand même, quand tu démarres le Game 4 ce dimanche, tu disais il y allait avoir 3-1. Et je pense que les Lakers s'attendaient pas forcément à ce que, putain, Chris Paul joue comme Chris Paul là. Il a été bon quand même dimanche. Crowder, il a été super bon clutch. aussi. Hein. Crowder a rentré ses shoots parce que nom de Dieu. Ouais, tout à fait. Mais je veux dire, sur les matchs précédents. Ah non, c'est clair, il envoyait de la brique. Faut commencer à rentrer les shoots. Je pense que ça a envoyé un message un peu flippant aux Lakers, genre, putain, merde, on avait tout le vent dans notre dos là. Ouais, et puis en fait, non, on a un cactus dans le dos. C'est ça, tu vas à Phoenix, si tu perds le 5, c'est-à-dire qu'on doit vraiment gagner 2 matchs contre cette équipe pour aller en demi-finale des playoffs, genre c'est relou. J'ai très hâte de voir LeBron ce soir.
J'ai très hâte de voir déjà si Anthony Davis joue ou pas. Est-ce que les Lakers font un pari du genre on va déjà essayer de le gagner sans toi, Eddie, t'as trop mal, c'est trop dommage. Par contre, on te donne 2-3 jours de plus, sois prêt pour le Game 6. Parce qu'il y aura un Game 6. Quoi qu'il arrive, il y aura un Game 6. Tu seras mené 3-2 ou tu mèneras 3-2, mais t'es les Lakers, tu auras un Game 6 au Staples Center. Bah si je dis pas de bêtises, il n'y a pas KCP non plus. Bah, lui aussi, il est questionable. Donc, lui, il était un peu moins... Enfin, lui, il a un peu plus de chances de jouer que AD, ouais, si j'ai bien compris. Mais si tu te retrouves dans une situation où tu as point d'interrogation sur AD, point d'interrogation sur KCP, dans la fournaise de l'Arizona... Dur à gagner. Bah c'est pour ça que j'ai très hâte de voir LeBron en fait. Parce que ça se trouve, l'autre, il va dire genre, vas-y, donne. Je vais essayer de me régaler un peu, de faire comme il sait faire. Est-ce qu'il est capable ? De oui, quoi ? Il est capable. Non mais je rigole. Parce que je me moque parce que j'ai vu beaucoup de gens dire que LeBron est cramé et que là il peut pas prendre l'équipe sur son dos. C'est compliqué comme mission. Moi je parierais pas là-dessus. Et puis surtout jamais je parie là-dessus. Mais Never, vous êtes fous. Vous voulez vous mettre contre LeBron, contre ce genre de challenge, bah allez-y si vous voulez. Et c'est pas une question de toujours rester dans la nostalgie de 2012-2016 et de dire oh c'est plus pareil maintenant. Non, c'est juste là vous êtes en train de mettre LeBron devant la possibilité de perdre cette saison ou de la mettre vraiment dans une situation compromettante. Moi, s'il y avait des paris à faire là-dessus, je serais plutôt du genre... Moi je parie pas contre LeBron. Moi je vais aller avec le 23. Ça me fait mal au cœur. Parce que voilà, j'aimerais bien dire Michael Bridges va le mettre dans sa poche et Crowder va fermer la poche, mais c'est pas gagné. Je pense que l'absence de KCP est un facteur, enfin l'absence potentielle de KCP est un facteur qu'il faut pas sous-estimer. Ah, c'est ce que je veux dire, c'est énorme comme absence quand même. C'est énorme comme absence au match. On n'a pas beaucoup parlé au match 4 parce que la blessure de Eddie a effacé le truc et tout, mais il est très très chiant, il défend très bien Booker et en plus... Même s'il n'est pas super adroit depuis le début de la série, il oblige la défense des Suns à élargir. Tu laisses pas KCP shooter même s'il n'est pas adroit depuis 3 matchs, parce que s'il commence à chauffer, tu vas prendre 5 sur 6 à 3 points. Et tu vois, tu as compris. Et tu te retrouves dans une situation comme Miami le sait très bien. Bon, Miami, ils sont avec leur Morito tranquillou maintenant, mais ils peuvent dire... Nous, franchement, on s'en battait les couilles et quand il y a eu le KCP game de merde où on se demandait justement comment ça allait se passer, il a rentré ses shoots à 3 points, bah t'as perdu dans l'Arizona quoi, en fait. Parce que il était présent, il a mis ses shoots. Donc on va voir comment ils vont aborder. On va voir aussi quels 5 majeurs Frank Vogel va nous sortir si jamais Anthony Davis ne joue pas. Je connais André Drummond, je sais pas si tu connais. Mais non, mais il y est déjà dans 5 majeurs André Drummond. Donc tu mets qui en 4 ? Tu mets LeBron ? Il va encore lui donner Kuzma ? Il va encore lui donner un temps de jeu. Il y a ça aussi. Ça me dérange pas. Oui, bah ça te dérange pas toi dans ton siège. Mais je pense que les fans des Lakers qui voient André Drummond sur le parquet, il y a un moment où on sait très bien qu'il y a des situations contractuelles, etc. Mais stop. On a dit que sur les ajustements des Lakers notamment, on avait vu le Game 2 où il y a eu les entrées de Markieff Morris, où il y a eu les entrées de Marc Gasol. On a vu aussi, tout à fait, Et Marc Gasol, il nous fait un match dimanche quand même où il a montré 2-3 choses d'expérience quand même. Il a été bien relou. Toi, tu voudrais Marc Gasol titulaire ? Oh putain, on est dans un match Elimination. Attends, tu veux Marc Gasol titulaire ? Est-ce que je veux Marc Gasol pas Elimination ? Non, mais bien sûr, mais bon. Mais oui. Est-ce que je veux jouer les stats et est-ce que je veux statistiques historiques de est-ce que je veux gagner ce match ? Est-ce que je fais jouer Marc Gasol, André Drummond ? Ouais. Donc attends, Marc Gasol. Je te dis pas le contraire, je te dis juste donc Marc Gasol titulaire, qui c'est ton 4 ? LeBron, Kuzma, LeBron, Kuzma. Ouais, Bron, ça. Ouais. Tu fais LeBron et Kuzma en 3-4. D'accord. Ah non, d'accord, OK. LeBron en 4, donc c'est quoi ta ligne externe ? Schroeder, Matthews, Caruso. Caruso titulaire, pas con. Occupe-toi tout de suite de Devin Booker et après on va se mettre Kyle Kuzma et Montrez si tu veux ou d'autres gars en sortie de banc. Pourquoi pas. Ouais. D'accord. Après si vous voulez mettre Ben McLemore, allez-y si vous voulez. Donc il va falloir que LeBron joue 38 ou 40 minutes dans ce match. Ouais. On est d'accord. S'ils veulent le gagner, que s'il n'y a pas de problème, etc. Ah bah ils veulent le gagner. Bien sûr, mais je veux dire, il va... Ok. C'est maintenant là. Parce que je pense qu'on est d'accord, les Lakers sont menés 3-2 et reviennent à la maison. Tu vas forcer un Game 7 en ayant... Et tu peux, mais tu vas faire au match. Quand je dis tu vas, tu démarres le match en te disant on va forcer un Game 7 et on va mettre la pression sur ces gamins parce que dans un Game 7, attention, tu l'as dit dans la preview, je l'ai dit aussi dans la preview, Phoenix ne veut pas se ramener à la maison contre LeBron et Anthony Davis avec un Game 7. Non, on veut pas. Mais on a montré dans cette série que on veut pas, mais on le fera s'il faut. On l'a montré, on n'a pas peur. Moi, il tient bien mon 4-2. Mon 4-2 Suns, il tient pas si mal. Tu gardes ton pronostic ? Oui. Bon, pour l'instant, j'ai aucune raison vraiment de le changer. Et de toute façon, c'est très dur à prédire. Là, le match 5, il est dur à prédire. Parce que Chris Paul, ça va mieux.
Mais il n'est pas non plus à 100% le cri-cri, là, on est d'accord. Tu vois, ça se trouve, il nous bluffe total et Anthony Davis, il est sur le terrain. Hein. Ah, bien sûr, bien sûr. Tu vois, ce serait pas la première fois qu'on voit ça en NBA. Hein. Oh, bah, 28-12. Yeah, Willie Street Game et tout, ils vont en faire une caisse, bref. J'avais dit 4 de Lakers dans la preview. T'avais dit 4 de Lakers? J'ai dit 4 de Lakers. Ah ouais. On est dans les temps. Ouais, on est à 2-2 de toute façon. Donc, on est dans les temps. Oh, celui qui gagne ce match 5, ça c'est clair que celui qui gagne ce match 5, déjà si les Lakers le gagnent, là les Suns qui iraient arracher le Game 7 au Staples Center, pour aller rejoindre la maison, ça serait un putain d'exploit de malade. C'est la plus grande série du premier tour de tous les temps. Non. Ça serait un truc de ouf. Je pense que si tu donnes à... Les Suns doivent gagner cette nuit. Ouais. Doivent. Et quelque part les Lakers aussi, parce que t'as pas envie de devoir égaliser pour après aller dans l'Arizona, genre stop. Déjà que après il va falloir penser au round suivant et que ça fait du kilométrage. Là c'est le plus tôt, le better. T'es le champion en titre, montre-le ce soir. Ouais, montre-le, ouais, tout à fait, je suis d'accord. Ils doivent. Même en étant... Là, ils sont tombés sur un os là. Un os avec des épines. Un os tout vert avec des épines. Dites-nous ce que vous voyez évidemment pour ce Game 5. Il a lieu ce soir. Donc demain matin, ces propos n'auront plus aucun sens. Voilà. Puisque évidemment, LeBron sera en quadruple-double et André Drummond en triple-double. Avec les pertes de balles. Avec les pertes de balles et les lancers tentés. On enchaîne avec la dernière série. Blazers, Nuggets. Nuggets Blazers d'ailleurs. 2-2. Retour à Denver. Sympa le ping-pong. Série ping-pong, exactement. 1-0, 1-1, 1-2, 2-1. 2-2. Série ping-pong, série... comment dire Pardon. Vas-y. Non, je disais juste que la semaine dernière, parce qu'on en a parlé le lendemain en fait. La semaine dernière, on a fait un apéro où il y avait un partout. Ouais. Et on a parlé dans l'apéro du fait que Portland devait saisir cette opportunité. Et ouais. Match 3. Et on a vu Austin Rivers faire une dinguerie totale contre Portland avec tous ses potes, mais Austin Rivers a joué comme Bradley Beal. Donc ça a été un peu compliqué pour Portland qui a vraiment vendangé ce match. Bien sûr. Ils se sont bien rattrapés au Game 4, mais attention, putain, ça joue avec le fire. McCollum, c'est plus possible. McCollum, n'importe quel poste 2, c'est 20 points minimum, c'est sûr. Genre moi, tu me mets en 2 là aux Nuggets. T'en mets 16. Ouais, j'en mets 16 parce que je suis ouvert. J'ai le temps de shooter quoi. Il m'énerve, McCollum, il me rend ouf. Là, les mecs qui viennent doubler Campazzo et tout. Tu fais. C'est ce dont je parlais un peu sur les réseaux, les mecs de Portland qui disaient mais pourquoi est-ce qu'on vient doubler Campazzo qui doubler Campazzo. Mais laissez Austin Rivers dans le corner, il n'y a pas de problème. Et il est pas chaud, c'est pas grave. Non, puis même Campazzo, je veux dire, comme si Lillard et je sais pas, un mec qui vient fermer. Il le souffle, bien sûr. Putain. En fin d'horloge et tout. Non, McCollum. Après, c'est pas une surprise, la défense des Blazers, c'est de la merde. Hein. Donc on a dit qu'il n'y avait pas de switch on-off. La saison régulière, tu as été 29e sur 30 équipes en défense. Voilà, ça se voit. Tu peux pas activer ça. Denver a bien fait le travail avec les Jamichael Green, les Paul Millsap, les Jokic et les Campazzo et Austin Rivers sur le Game 3. Le Game 4, tu le perds logiquement parce que Portland a mis les deux pieds sur l'accélérateur et qu'ils ne pouvaient pas se permettre. Je veux dire, Portland ne pouvait pas retourner à Jokic a été un petit peu moins performant, les shoots sont moins rentrés et tout, donc tout de suite, dès que Jokic est un petit peu moins performant, vu que t'as pas de Jamal Murray, bon bah, on en revient à notre postulat de départ, c'est-à-dire que cette équipe de Denver, sa base arrière titulaire, c'est Campazzo Rivers. Pardon. C'était un titre d'album de country. Non mais c'est Campazzo Rivers. Non mais tiens, donc quand Nico Jokic est un petit peu moins performant, encore heureux que Portland gagne. Non ? La marge d'erreur est beaucoup plus fine. Denver, ils sont bien contents à mon avis d'avoir eu un quatrième quart-temps où t'avais Austin Rivers qui catch fire de fou parce que c'est pas le même money time quoi quand t'as Austin Rivers qui shoot comme ça. Je pense qu'on est d'accord. Hein. Quand tu regardes sur la feuille, tu fais putain, Austin Rivers 5 sur 10 à 3 points, let's go. On est content Clay Thompson. Wow. Ça leur a fait un bien fou, mais on l'a vu sur le match suivant, c'est un peu plus compliqué. J'aborde difficilement les matchs 5, 6 et potentiellement 7. En termes de pronostic, je n'arrive pas à savoir sur quoi je pars parce que j'ai l'impression que Denver peut faire le travail à domicile là. C'était quoi ? T'avais dit quoi comme pronostic ? On prend les mêmes et on recommence. 4-3 Portland à Denver. C'est ça, et moi j'ai dit 4-2 Portland alors ? J'ai dit 4-3 aussi ? 4-2 Portland. Ouais, en tout cas on avait dit Blazers tous les deux. Ouais. Je crois que t'as dit 4-2. Moi j'aime bien mon 4-2, il tient. Là ils vont faire le boulot, là au match 5 là. Lillard game, même si McCollum n'arrive pas à tenir Austin Rivers, tu vois, mort de rire, MDR lol.
Lillard game. Game Gros 7. Lillard game. Je veux un Game 7 ce week-end. Parce que là, il y a pas mal de séries, on ne sait pas s'il va y avoir un Game 7. Mais là, sur celui-là, Moi, je vois pas tant de Game 7 que ça, en fait. Et un peu de verrou défensif, s'il vous plaît, Portland, parce qu'on a vu que vous êtes capable. Norman Powell a apporté 2-3 choses assez intéressantes. Ça se fight dans cette série. Attention, la cote est à 1-0-1 pour un bar fight sur les games 5, 6 et 7. Moyen, ouais. Deux équipes qui s'aiment pas beaucoup historiquement. Ouais. Et puis vraiment, Portland, là, a une opportunité de malade, comme tu le disais. C'est-à-dire que là, il reste 3 matchs. Il y en a 2 à Denver, potentiellement. Donc tu dois en remporter un, en fait, mathématiquement. Bah ouais. Donc c'est parti, les C'est Blazers. le game 5, quoi. Je pense qu'il faut faire ça au game 5. Moi, je compte sur mes petites pépites de Denver pour mettre un peu la pression. Je serais même pas étonné que, tu vois, dans cette série qui est complètement n'importe quoi en ping-pong, Game 5 pour Portland, eh ben, ils arrivent pas à finir à la maison, les Blazers. Ouais. Et en fait, il y a 3-3 parce que Jokic a fait un Jokic game sur Nurkic et Kanter et compagnie. Ah, c'est le match 3, hein. C'est le match 3 où Jokic il fait un truc interdit au moins de 18 ans. Sur Jokic, sur Nurkic et compagnie, bien sûr. Non, c'est le match 3. Hein. On a parlé d'Austin Rivers, mais Jokic était à un niveau. Pourquoi vous mettez vos mains devant mes yeux, en fait? Parce que les 3 points. En fait, je m'en fiche. Larry Bird. Et puis les feintes, les mecs qui sautent et tout, enfin bref. Anyway, donc si on devait faire un récap complet de cet apéro, on a dit que pour le moment, sur les séries, on a 4 matchs que nous allons annoncer. Donc les Bucks, c'est dans le rétro. Sixers, 4-1 plutôt pour les Wizards, on reste là-dessus. Les Hawks qui vont battre les Knicks soit 4-2, soit 4-3. Ouais. Nous avons Brooklyn qui va terminer le travail en 5 matchs. Ouais. Et lorsqu'on passe dans la conférence Ouest, on a dit que Utah allait terminer le travail gentiment. Oui, c'est ce qu'on a dit. Que les poteaux des Clippers allaient continuer sur le momentum. Oui, momentum Clippers. On a dit beaucoup de bien des Clippers dans cette vidéo. Tout à fait. En attendant l'apéro, on fait le point. Qu'est-ce qu'ils ont branlé? On fait le point au bout de 6 matchs. Que Alex nous a dit, c'est peut-être le seul désaccord qu'on a, hein, c'est que toi tu vois les Suns passer et moi je reste sur les Lakers. Ah, j'avoue, j'ai mon pronostic de Homer et puis la blessure de AD va dans ce sens. Hein. Je comprends. Franchement, la blessure de AD, c'est quand même un gros coup dur pour les Lakers en termes d'organisation et offensive et défensive. Waouh! Allié avec le retour en forme de Chris Paul aussi. Ouais. Ça, c'est une sacrée nouvelle. Et on termine évidemment avec les Blazers, qu'on a mis tous les deux vainqueurs. Ça passe au round suivant. Dites-nous quels sont vos pronostics. On se retrouve, je rappelle, ce soir sur les réseaux sociaux parce qu'il y a les Nets qui vont devoir terminer les Celtics, qu'on a l'énormissime Suns Lakers qui va faire le travail. Et puis la dernière rencontre, je l'ai pas. Je sais pas si c'est les Nuggets face aux Blazers, si je dis pas de bêtises. Je vais vous dire ça tout de suite, mais je crois que oui, c'est ça. Je sais pas. Oui, j'ai pas le calendrier. Je l'ai sous les yeux, c'est donc le match 5 du côté de Denver. Voilà. Et évidemment, les autres matchs, ensuite, demain, ce sera Clippers Mavs, Utah Memphis qui va finir, et Knicks Hawks et Philly Washington. Putain, un sacré mercredi. Bonnes années, comme on dit. Des bisous, on se retrouve bientôt sur la chaîne YouTube. Ciao tout le monde. Des bisous, ciao.